Quand on parle de xénophobie en Afrique du Sud aujourd'hui, on oublie souvent une chose essentielle. Sans le reste de l'Afrique, l'apartheid n'aurait peut-être jamais pris fin. Pourtant, dans les rues de Johannesburg et de Durban, des Africains venus du Zimbabwe, du Mozambique, des Somalies, du Nigeria ou d'ailleurs sont agressés, chassés, parfois tués par des gens dont les parents ont été soutenus par ce même pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on est passé de la solidarité panafricaine à la haine des étrangers africains? Petit rappel historique. Pendant l'apartheid, l'Afrique du Sud était un État paria. Des leaders de l'ANC, du PAC, des syndicats ont trouvé refuge en Zambie, en Tanzanie, au Mozambique, en Angola, au Botswana, au Zimbabwe et dans d'autres pays. Ces pays ont offert des bases pour s'entraîner, des passeports pour voyager, des écoles pour les enfants de l'exil, des ambassades pour porter leur voix. Certains ont subi des attaques de l'armée sud-africaine, des sabotages, des pressions économiques, juste parce qu'ils soutenaient la lutte contre l'apartheid. Sur le continent, des étudiants, des syndicats, des églises appelaient au boycott. Pas de commerce, pas de sport, pas de culture avec Pretoria. Autrement dit, l'Afrique a payé un prix réel pour que l'Afrique du Sud soit libre. Après 1994, une mémoire transformée, une autre oubliée. En 1994, l'apartheid tombe, Mandela sort de prison, la nation arc-en-ciel naît. Les récits officiels se concentrent sur quoi? Sur la réconciliation entre blancs et noirs, sur le miracle sud-africain, sur l'image d'un pays modèle pour le monde. Mais dans ces récits, la place du reste de l'Afrique devient floue, secondaire, silencieuse. Les jeunes générations apprennent la souffrance de l'apartheid. Elles apprennent Mandela, la commission Vérité et Réconciliation. Mais beaucoup ne savent presque rien des camps d'exil en Zambie, du soutien du Mozambique, des sacrifices économiques du Nigeria ou des campagnes panafricaines des boycotts. La mémoire officielle garde « nous avons souffert », mais elle oublie souvent « nous avons été aidés ». La réalité post-apartheid. Maintenant, regarde les décors aujourd'hui. L'Afrique du Sud est libre, oui. Mais le quotidien de la majorité noire reste très dur. Chômage de masse, pauvreté dans les townships, écoles et hôpitaux débordés, inégalité extrême entre riches et pauvres. Pour beaucoup de jeunes, la promesse de 1994 ne s'est jamais concrétisée. Dans ces contextes, qui devient l'ennemi visible? Pas l'élite corrompue, ni les multinationales, ce sont les voisins africains. Les Somaliens qui tiennent l'épicerie du coin, les Zimbabwéens qui travaillent comme infirmiers, les Nigérians qu'on associe indirectement à la drogue, à la criminalité, même sans preuve individuelle. Quand tu ne manges pas à ta faim, quand tu n'as pas de travail et que personne ne t'a appris l'histoire de ces solidarités passées, tu ne vois plus un allié historique, tu vois un concurrent, un voleur de travail, parfois même un envahisseur. Et certains politiciens profitent de ça. Au lieu de dire « nous avons échoué à vous donner du travail et des services », ils disent « c'est la faute de l'étranger ». Ils transforment un problème des systèmes en guerre entre pauvres Sud-Africains et pauvres venus d'ailleurs. L'oubli n'est pas total, il est sélectif et politique. Alors, est-ce que les Sud-Africains ont vraiment oublié les soutiens du reste de l'Afrique? En réalité, l'oubli est sélectif et organisé. On se souvient très bien des humiliations, des massacres, des prisons, de la pauvreté sous l'apartheid. Mais on parle beaucoup moins des pays africains bombardés, des économies sacrifiées par les sanctions, des vies perdues dans la lutte contre ces systèmes. Cet oubli arrange qui? Ceux qui veulent défendre une identité nationaliste fermée. Nous, les Sud-Africains d'abord. Ceux qui ont besoin d'un bouc émissaire pour détourner la colère du peuple. Pourtant, il existe encore des militants, des intellectuels, des mouvements panafricanistes en Afrique du Sud qui rappellent cette dette historique, qui descendent dans la rue pour dire non to xénophobia, non à la xénophobie. Mais leurs voix sont souvent noyées dans le bruit de la misère, de la peur, des discours populistes. Conclusion. À quoi ça sert de raconter tout ça? Si je te raconte cette histoire, ce n'est pas pour excuser la violence, mais pour la comprendre. On ne peut pas combattre la xénophobie si on ne comprend pas comment elle se nourrit. La pauvreté, la mémoire mutilée et des discours politiques toxiques. Rappeler que l'Afrique a sauvé l'Afrique du Sud. Ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est une manière de dire si la solidarité africaine a été
possible hier, elle peut être reconstruite aujourd'hui. Et tant qu'on ne raconte pas cette histoire dans nos écoles, dans nos médias, dans nos vidéos, d'autres récits continueront de remplir les vides, ceux de la haine et de la peur. À nous, génération des conteurs, de remettre la mémoire au centre et de rappeler qu'aucun pays ne se libère seul. On a toujours besoin des autres.